éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, 12h20 pile sur BFM Business. Et donc Marie Lebec, membre de la commission des finances de l'Assemblée, députée La République En Marche des Yvelines, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie Lebec. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur BFM Business. Le revenu d'engagement, c'est l'actu de ce matin. Ça y est, Emmanuel Macron l'a annoncé pour quelques 500-600 000 jeunes décrocheurs, ceux qu'on appelle les NEETs. Est-ce que c'est la bonne méthode pour vous, voilà, cette aide, ce soutien à ces jeunes décrocheurs finalement? Alors c'est effectivement un outil complémentaire qui vient soutenir la politique qu'on a mis en fait en faveur des jeunes depuis le début du mandat, et qui vient compléter par exemple la plateforme Un jeune, une solution qu'on a créée à l'occasion de la crise Covid, qui viendra soutenir aussi la politique qu'on a mis en faveur de l'apprentissage et qui permet aujourd'hui de présenter plus de 500 000 jeunes en situation d'apprentissage. Et là, le public auquel on s'adresse, c'est des jeunes qui sont sans qualification, sans formation. L'idée, c'est vraiment de dire on va les accompagner tout au long de leur parcours pour qu'ils puissent raccrocher justement soit une formation, soit un apprentissage. C'est à l'arrivée, certains de ces jeunes, notamment ce qu'on appelle la catégorie des NEETs, l'INSEE avait sorti des chiffres qui nous dit qu'avant la crise, on était aux alentours peut-être probablement d'1,5 million de jeunes finalement. Là, on nous dit finalement, de ce qu'on lit, on a revu les ambitions à la baisse s'agissant de ce plan. Bercy disait 2 milliards c'est trop, on va être à 1 milliard finalement. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'on ait revu un peu nos ambitions à la baisse sur ce sujet absolument sensible et primordial finalement? Non, je ne crois pas, parce que ça s'accompagne à la fois d'une très bonne dynamique en matière de création d'emplois, en matière d'activité économique, et qu'il y a des jeunes qui vont être éligibles à ce dispositif du revenu, du contrat d'engagement, mais on aura aussi des jeunes qui pourront aller vers l'autre palette de formation que je vous ai exposée à l'instant. Donc pour vous, on ratisse entre guillemets, pardon de l'expression, l'ensemble des besoins. On ratisse l'ensemble des besoins, en tout cas c'est l'objectif qu'on se fixe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de constater que ce dispositif, il est aussi aux mains par exemple des missions locales qui font justement de l'accompagnement des jeunes les plus fragiles vers l'emploi, et que donc ces missions sauront exactement quel type de jeunes on essaye de cibler, et quels sont les jeunes qui sont absolument dans le besoin de ce contrat d'engagement, parce qu'ils ne peuvent pas être éligibles à d'autres dispositifs. Est-ce que les missions locales et Pôle emploi sur lequel va reposer ce dispositif, c'est ce qu'on a lu aussi, c'est qu'apparemment on considérait que ces agents-là n'étaient pas assez outillés, il n'y avait pas assez de bras pour accompagner la montée en puissance du dispositif, à tel point qu'on nous dit on va peut-être faire appel à des agences privées justement pour soutenir le dispositif. Voilà, est-ce que là aussi vous dites c'est difficile à date avant le déploiement de ce dispositif, ce qu'il faudra de voir si effectivement ils seront assez outillés. Il y a une volonté de justement avoir en plus de ce contrat d'engagement une montée en charge des personnels qui peuvent accompagner dans les missions locales. Après, moi je peux vous dire, aujourd'hui les missions locales, elles font un travail qui est extraordinaire, qui fonctionne. Moi j'en ai deux sur mon territoire, sur ma circonscription, et on voit bien que ça fonctionne. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus condamner ou sanctionner ou émettre des critiques à l'égard d'un dispositif qui n'est pas encore lancé. Ce qu'on a vu et des politiques qu'on a mis en place depuis le début du mandat, c'est notre capacité aussi à adapter ces politiques si c'est nécessaire. Je crois qu'il faut démarrer avec cet objectif de 500 000 jeunes qui doivent être accompagnés. C'est un effort qui va être aussi important du côté de l'État, et il faut que ce contrat d'engagement il fonctionne, surtout avec une logique de réciprocité entre l'accompagnement financier qu'on va mettre à disposition de ces jeunes et qui est nécessaire, et en même temps le fait de dire il faut qu'ils soient en formation, et ça c'est très important aussi, trouver des formations qui vont en adéquation avec leurs compétences et qui leur permettent de trouver un emploi par la suite. Ça reste le grand souci évidemment. Bien, nos finances publiques, Marie Lebec, on le disait, donc le gouvernement a revu ses ambitions, alors on va le dire à la hausse d'une certaine façon, en amélioration, puisqu'on nous dit que le déficit public ne sera que de 8,1% du PIB pour cette année. On sera aux alentours de 4,5 encore l'an prochain. Au 1er janvier, la France prend la présidence de l'Union européenne. Est-ce que vous soutenez, est-ce qu'il faut soutenir une réforme des critères du pacte de stabilité de Maastricht justement pour s'adapter à cette nouvelle donne? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire et indispensable? Alors peut-être déjà pour juste redonner les éléments, le pacte de stabilité, donc c'est 3% de déficit maximum, loin, 60% d'endettement public qui a été, on a dans le cadre de la crise Covid permis un assouplissement de ces critères pour permettre justement aux États de venir protéger les emplois, protéger les salariés et permettre aux entreprises d'investir, d'innover, mettre aussi des mesures de protection en faveur des entreprises. Ce qui est intéressant dans la consultation qui a été lancée pour une éventuelle réforme de ce pacte de stabilité, c'est de considérer qu'est-ce qu'on veut vraiment prendre en compte finalement dans le calcul du déficit et de l'endettement des États. Je crois que c'est plutôt ça. Il y a bien sûr la question d'avoir des États en capacité de conduire des réformes structurelles quand elles sont nécessaires. Parce que là, il y a une grosse part de structurel dans les déficits
déficit dont on parle encore aujourd'hui en France. Hein. Oui, c'est les 2 tiers sur les 8% dont on parle aujourd'hui pour cette année. Il y a une part importante de déficit et je crois que justement la crédibilité de ce gouvernement, c'est de montrer que en dehors de cette crise, on a été capable dès le début du mandat d'engager un certain nombre de réformes structurelles qui ont rendu notre économie plus agile, qui ont permis de faire de la France le premier pays européen en termes d'attractivité par exemple, et donc d'attirer des emplois, d'avoir de la croissance et donc de générer de générer un certain nombre de bénéfices, mais aussi après cette crise d'être en capacité de réformer. La position peut-être sur laquelle on doit s'arrêter, c'est de considérer que ce soit les investissements d'avenir ou les investissements en faveur de la transition écologique, ils devraient être considérés en dehors de ces critères du pacte de stabilité. Pourquoi ? Parce que ce soit la transition écologique, on le voit bien avec la COP26, ça nécessite des investissements considérables à engager et que ça ne doit pas être du coup ces engagements du pacte de stabilité un frein pour conduire la transition écologique ou une excuse pour se cacher et ne pas l'engager. Et pour les investissements d'avenir, je pense à France 2030, qui doit permettre justement de retrouver de la compétitivité, de retrouver de la souveraineté. C'est indispensable. La question de la souveraineté européenne, elle est au cœur du débat de cette crise Covid. Et je crois que c'est fondamental de pouvoir peut-être sortir quelques investissements ou quelques secteurs de ces critères du pacte d'engagement. Mais vous disiez, il y a une question de crédibilité. Sur quelle réforme structurelle vous dites, puisqu'on est encore dans ces 8% de déficit public, 2 tiers qui sont dus à du structurel, voilà. Vous diriez que à l'occasion de cette fin de campagne, de cette fin de quinquennat et du prochain quinquennat, la campagne va s'engager. Sur quelle réforme il faut encore mettre l'accent aujourd'hui du point de vue structurel en France ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait pendant ces quelques 5 ans, quasiment, qu'il va falloir engager, voire accélérer finalement ? On a eu un élan de réforme du début de mandat qui a été stoppé par la crise du Covid et notamment dans peut-être les réformes qui ont dû s'arrêter de par la crise et que nous avions engagées. Je pense à la réforme des retraites, qui est un élément majeur finalement du poids sur nos finances publiques. Il faudra trouver, je crois, la bonne forme de ce que l'on veut comme système de retraite, à la fois en préservant une protection collective pour tous et en même temps qui permette effectivement de s'adapter aussi à l'évolution de notre population avec une part plus importante des retraités, une part d'actifs moins importante. Mais je crois que, en tout cas, quand on porte ce discours-là de réforme des critères du pacte d'engagement, la France a aussi une voie crédible. On a su repasser notre dette publique sous les 100% au début du quinquennat. On a su sortir de la procédure de déficit excessif, ce qui n'avait pas été fait depuis 10 ans. Donc on est capable d'engager ces réformes structurelles. Vous dites vous-même, on a pris un engagement fort sur la réforme des retraites en 2017. Ça a été stoppé du fait de la pandémie. Est-ce que c'est une raison pour dire on va terminer le quinquennat sans rien, sans nouvelle annonce et sans réforme finalement ? Ou vous dites il faut attendre tout simplement. Le temps n'est pas venu de reprendre une concertation et des décisions fortes sur le dossier des retraites. Alors, les éléments d'annonce ou de calendrier, c'est à la main du président de la République qui doit juger si, je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises, si les conditions sont réunies pour mener à bien cette réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement ? Moi, je pense qu'on est maintenant sur une fin de quinquennat qui va s'accélérer. On a un agenda législatif aussi qui est déjà rempli, très rempli de textes qui sont aussi fondamentaux. Je pense aux relations avec les collectivités locales, à la réforme en faveur des travailleurs indépendants. Tout ça, ce sont des réformes qui sont importantes. Et peut-être que le deuxième quinquennat du président de la République serait le bon temps pour mener cette réforme. C'est une réforme d'ampleur, je crois, à laquelle il faut accepter de se donner du temps. On l'avait entamé avec Édouard Philippe. Il y avait énormément de concertations qui avaient démarré. Je crois que aussi ce dialogue entre le politique, mais aussi l'ensemble des partenaires sociaux, il est fondamental pour trouver l'équilibre. Et puis casser aussi peut-être ce qui aujourd'hui dans notre modèle peut être perçu comme une injustice, et tout ça, ça nécessite de repenser toute la mécanique globale. Est-ce qu'il faut la faire dans les quelques mois qui restent avant la campagne présidentielle ? J'en suis pas sûr. En revanche, je suis persuadée que c'est une réforme qui doit être menée à son terme. À votre sens, en tout cas, c'est une réforme qui est en jachère, mais c'est une réforme qui engage sur un quinquennat. Voilà. Pour vous, c'est pas une réforme de fin de quinquennat, c'est ça qu'il faut comprendre finalement. Non, c'est pas une réforme de fin de quinquennat. On ne peut pas faire avancer ce dossier à quelques mois d'une élection. Voilà. De toute évidence, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu à l'occasion de la réforme qui a été portée par Édouard Philippe avec le président de la République, c'est que c'est une réforme qui nécessite énormément de pédagogie. La retraite, c'est ce qui nous inquiète tous. On travaille toute une vie, c'est aussi pour avoir ce revenu après notre parcours professionnel. Et je
crois que donc il faut accepter aussi que ce temps de la pédagogie, il doit être long, parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué de savoir combien vous cotisez, combien vous allez percevoir, bien sûr, vous changez de carrière plusieurs fois dans votre vie, et donc tout ça, pour que ce soit clair, intelligible pour tous, je crois qu'il faut aussi accepter de se donner du temps. Oui. Or, mécaniquement, nous allons aussi rentrer dans des débats de campagne présidentielle et qui pourraient peut-être brouiller aussi la clarté du discours qu'on souhaite porter sur ce sujet. Le climat ne s'y prête pas, comme on dit. Merci beaucoup Marie Lebec. Merci infiniment d'être venue nous voir. Marie Lebec, députée La République En Marche des Yvelines et membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur BFM Business. Midi